Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel en tant qu'enseignante dans le second degré. C'est une vidéo dont je vous avais parlé dans le dernier vlog. Je vous avais proposé de vous montrer un petit peu ce avec quoi je travaille, ce qui m'est absolument indispensable. Et donc comme vous avez été une majorité à me dire que le sujet pouvait vous intéresser, je m'exécute et vous présente donc mon matériel scolaire. Pour vous faire une très brève présentation de mon poste, je suis enseignante donc dans le second degré, c'est-à-dire au collège, et j'enseigne auprès de classes de 5e et 4e. Mon matériel, il est tout ce qu'il y a de plus commun, j'imagine, mais je suis une maniaque de l'organisation. Donc il y a des choses qui sont parfois doublons, il y a des choses que je n'utilise pas exactement de la même façon, que je ne laisse pas exactement au même endroit aussi, que ce soit pour moi ou pour les élèves. Donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu. Je ne prétends pas que, voilà, que ce soit le matériel essentiel, qu'on ne peut pas faire plus minimaliste ou dans l'usage d'un plus grand nombre de fournitures, mais en tout cas voilà, c'est mon organisation personnelle, elle est ce qu'elle est. Personnellement, je la peaufine encore puisque j'enseigne depuis assez peu, et voilà, c'est un petit peu mon matériel essentiel. J'ignore si je vous l'ai spécifié d'ailleurs, mais je pense que c'est nécessaire avant de poursuivre cette vidéo. Je suis enseignante en français. Je vais commencer par la partie sur laquelle je suis la plus exigeante et de très très loin, à savoir mon agenda d'enseignante et mon cahier de professeur principal. J'ai vraiment besoin de distinguer les deux parce que je vais vous montrer ça un petit peu plus en images détaillées sur ce type d'agenda. Donc c'est celui que j'ai pris pour cette année, qui est donc l'organisateur de prof collège-lycée 2023-2024 proposé par Lutin Bazar et Soline Bourdevert-Vessière. Sur ce type d'agenda, il y a des choses qui sont très bien pour les généralités. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble par exemple le planeur, mais je vais vous insérer directement des images. Je filmerai directement le cahier pour que vous ayez un visuel plus précis de ce qui peut être proposé. Cet organisateur, il est très bien pour tout ce qui va être divers et varié, à savoir les prénoms de tous, les prénoms, les noms et les disciplines de tous vos collègues, toutes vos informations personnelles ainsi que les informations de l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Vous avez également toute une partie où vous pouvez planifier des choses extrêmement précises, comme par exemple les protocoles incendie lorsque vous faites les simulations, les protocoles PPMS, donc pour tout ce qui va être attentat à intrusion ou risque majeur. Vous avez vraiment un emploi du temps spécifique pour ces dates-là, qui sont ponctuelles, mais qu'il faut toujours prendre en compte dans son emploi du temps, parce que ça va toujours venir prendre de la place sur une de vos séances, si ça vous enlève une vingtaine de minutes parfois plus. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut véritablement prendre en compte. Vous avez également une partie où vous pouvez planifier les rendez-vous avec vos collègues de travail, vos collègues dans vos disciplines spécifiques, ce qui est assez pratique aussi, je trouve. Ensuite, vous avez toute une partie pour pouvoir programmer les interventions dans vos cours si vous souhaitez avoir des intervenants. Et ensuite, vous avez donc un agenda plus classique qui vous présente bien vos journées. Voilà. Vous pouvez noter un petit peu où vous vous êtes arrêté dans telle séance, avec telle classe, doit passer sur un exposé, bref. Donc vous savez où chercher l'information dont vous avez besoin. Et bien évidemment, la chose qui prend, je dirais, le plus de place sur ce planeur, ça va être le suivi des élèves. Je pense que pour ceux qui sont enseignants, vous connaissez parfaitement cette disposition, avec donc vous avez les noms et les prénoms de vos élèves, le professeur principal que vous pouvez mentionner pour vous y référer en cas de problème ou pas d'ailleurs. Et ensuite, donc, vous pouvez donc soit noter les notes de vos élèves. Parce que ce qui clôt véritablement cet agenda, c'est la partie notation, où vous avez donc l'espace pour remplir les notes sur les semestres ou les trimestres selon comment travaillent vos établissements. Ensuite, et je vais encore vous mettre des inserts pour vous présenter ce cahier-ci, c'est mon cahier de professeur principal. Ce cahier, je ne m'en suis jamais servi pour l'instant. Je l'ai regardé, je le trouve très bien, dans le sens où vous pouvez vraiment faire donc le résumé de plusieurs choses qui peuvent se dérouler donc avec la classe dont vous êtes professeur principal. Ce qui est tout de même assez différent du fait d'être professeur tout court. Donc nous avons notamment toutes les dates de conseil de classe. Vous pouvez noter votre propre emploi du temps, l'emploi du temps de votre classe, ce qui vous permet notamment de caler vos heures de vie de classe. Vous avez un trombinoscope que
personnellement je ne pense pas remplir. Ensuite vous avez toute une partie avec l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que vous pouvez noter les enseignants qui composent donc l'équipe pédagogique qui va s'occuper de votre classe, donc vous êtes professeur principal. Vous avez des petits encadrés qui vous permettent de faire les résumés des heures de vie de classe et vous avez également tout un tas de petites colonnes qui vous permettent de vous pencher sur les élèves à besoins spécifiques. Comme je vous le disais, c'est donc la première année où j'utiliserai véritablement ce type d'outil. Je pense qu'il deviendra très très vite indispensable pour moi parce que je suis vraiment une maniaque de l'organisation avec mes classes. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, j'ai toujours peur d'oublier un engagement que j'ai pris envers un élève, envers un parent d'élève, envers mon équipe pédagogique. J'ai toujours besoin que tout soit noté dans mon téléphone, bien sûr, avec des réveils et ce genre de choses, mais aussi directement dans mes carnets. Voilà, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir un petit peu se référer à ça, voir aussi l'évolution des élèves au cours de l'année, parce que mine de rien, au collège, on change énormément d'une année à l'autre, mais aussi énormément au sein d'une même année. Pour cette raison-là, je pense que ce cahier deviendra aussi un indispensable. Ensuite, je vais vraiment passer au côté pratique, c'est-à-dire les outils qui me permettent de transporter mon matériel, de me déplacer d'une salle à une autre. J'ai un organiseur comme celui-ci qui est très pratique. Alors, il faut savoir que jusque-là, je travaillais d'une façon assez hasardeuse, je dirais, de ce côté-là, c'est-à-dire que tout était stocké dans une très grande pochette qui faisait cette dimension-là. Mais alors, pour trouver mes documents, c'était toujours très compliqué. Là maintenant donc j'ai ce type d'outil que je pense vous connaissez, qui me permet donc de faire classe par classe, mais aussi par exemple je peux faire voilà, un intercalaire pour chacune de mes classes, mais aussi un autre pour les contrôles par exemple, un autre pour les documents annexes à distribuer pour x, y raison, les devoirs maison, etc. etc. Et c'est très pratique de ce côté-là. Donc ce que je fais, j'imprime un exemplaire pour pouvoir le photocopier lorsque j'arrive en salle des professeurs, parce que la plupart du temps, j'ai moins de difficultés à faire de la photocopie qu'à faire de l'impression directement via clé USB, comme je vous le disais, ou même via envoi informatique. Donc pour moi, c'est une sécurité en fait, un petit peu, ce document déjà imprimé. Comme ça, si j'arrive que subitement j'ai envie d'imprimer sur USB parce que j'ai ma clé sur moi, ou parce que j'ai voilà, oublié ma pochette dans la salle par exemple, j'ai toujours ce recours d'avoir quand même le document pas loin. Si j'ai un problème d'imprimante et que donc je dois uniquement passer par la photocopie, j'ai l'impression de m'embourber dans mes explications, mais je vous assure qu'en tant qu'enseignant, c'est particulièrement clair la plupart du temps lorsque vous voulez imprimer, il y a des problèmes. Il y a des problèmes tout le temps. Donc c'est pour pallier cette éventualité que je procède de cette façon. Je vous dis pas qu'elle est miraculeuse, mais elle m'a sauvée dans certains cas. Et également parce que là où je travaillais jusque-là, la photocopie était beaucoup plus rapide que l'impression via un outil extérieur. Voilà. Donc c'est pour ces raisons-là et dans cette mesure-là que je préconise personnellement et que je m'emploie à user d'outils. C'est que je peux mettre mes petites photocopies et mon original et glisser mes photocopies ensuite à l'intérieur. Pas mal et très utile donc pour un coût assez faible, puisque je crois que je l'ai acheté à Bureau Vallée et qu'il m'a coûté quelque chose comme 2 € et quelques. Mais je vous dirais que c'est une consommation annuelle, puisque vu le poids que j'y mets, ça a quand même du mal à tenir sur du très long terme. J'ai un cahier de notes comme ceci. Donc c'est celui de cette année, il est tout neuf, je viens juste de me le procurer. Je l'ai aussi acheté chez Action. C'est tout simple, hein, vraiment, c'est un carnet ligné, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Pour noter mes idées en vrac lorsqu'elles me viennent subitement, que je n'ai pas forcément le temps de les travailler, mais que j'ai besoin de les noter quelque part. Lorsque j'ai commencé à enseigner les premiers mois, je faisais ça sur des feuilles de papier que j'ai garées, ou qui se retrouvaient dans mon classeur de préparation cours, qui se retrouvaient dans mon organiseur de la fac, donc dans ma partie formation. Je ne supportais pas ça. Vraiment, encore une fois, parce que comme je vous le dis, j'ai besoin que les choses soient très bien organisées. Donc avoir un petit cahier dans lequel je peux me permettre de griffonner quelques mots qui vont me parler à moi lorsque je vais reprendre ce cahier le soir ou le week-end. Et avoir la possibilité que toutes ces petites idées soient réunies au même endroit, je trouve que c'est très bien, parce qu'en matière de pédagogie, on a souvent des fulgurances, et ces fulgurances nous échappent, parce qu'on repart dans quelque chose d'autre, parce qu'on est interrompu par un élève, parce qu'on a une réunion qui subitement vient se greffer à notre emploi du temps.
tout ce genre de petits événements, micro-événements même, qui certes ne sont rien en soi, mais qui font qu'on va peut-être voilà, rater une idée qui était pas trop mal pour amener... je sais pas, un extrait de texte en ce qui me concerne, une notion grammaticale, quelque chose en tout cas qui va peut-être être un petit peu abscon pour les élèves à première vue. C'est en ça qu'un cahier dédié spécifiquement à ce type de choses me semble utile. Mais je le répète encore une fois, c'est parce que j'ai ce besoin vraiment que tout soit structuré et rangé, parce que sinon je me sens perdue. Donc ensuite, je passe au matériel qui est à destination des élèves, et ensuite je vous parlerai de ce qui a vocation à m'aider à construire les cours à proprement parler. J'ai 2 porte-vues comme ceci. Alors j'ai 2 porte-vues et 2 classeurs qui sont... Donc je vous en montre un parce que je ne vais pas tout vous montrer non plus. C'est un classeur... tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, c'était mon classeur pour les 4e, c'est ce qu'on appelle un classeur type, c'est-à-dire que à l'intérieur, ils ont l'organisation du classeur, c'est-à-dire ce à quoi doit ressembler leur classeur lorsque j'en fais le relevé ou lorsque je regarde un petit peu où ils en sont. Ça permet aux élèves de ne pas forcément être perdus lorsqu'ils ont des documents à ranger, puisque moi je travaille quasi exclusivement sur polycopier, comme vous pouvez le voir. Je construis mes séances de A à Z, donc le seul support qu'ils ont, c'est mes fichiers imprimés. Il faut que ces fichiers imprimés soient dans l'ordre, parce que lors des révisions pour les évaluations, et même plus généralement lorsqu'ils veulent peut-être jeter un coup d'œil le soir pour voir un petit peu ce qu'on a fait dans la journée, c'est important que ce soit organisé, parce que jeter un coup d'œil à des cours qui sont rangés de façon anarchique, où la séance 4 est devant la séance 1, ça donne assez peu envie finalement de se plonger dans le travail qui a été effectué. Ce classeur, alors il y en a 2, parce que là on va dire c'est le premier semestre pour les 4e, c'est le classeur référence, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jeter un coup d'œil pour savoir à quel endroit est censé être rangé tel document. C'est quelque chose qui est vraiment très très demandé par les élèves. C'est pour cette raison que cette année j'ai rajouté le porte-vue qui me permettra, je pense, déjà de faire en sorte que les élèves aient 2 supports à leur disposition, mais aussi de le laisser complètement donc un dans mon casier, un dans ma salle de cours. C'est encore une fois un choix qui est certainement loin d'être parfait, mais qui moi me rassure un petit peu, et qui je pense peut apporter peut-être un petit peu d'encadrement et de sécurité aux élèves qui n'ont pas toujours travaillé sur classeur quand ils arrivent en 5e. Parfois c'est la première fois, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui favorisent encore l'usage du cahier en 6e lors de ce passage en fait de la primaire au collège, ce que j'entends tout à fait. Donc c'est vrai qu'arriver en 5e, l'usage du classeur c'est pas forcément ce qui est le plus aisé pour les élèves, et même en 4e il y a des moments où c'est assez difficile. Donc je pense que avoir ces 2 possibilités c'est pas mal. Je vais maintenant passer au matériel que je demande aux élèves. Ce que je demande, c'est impérativement un classeur. Pour moi le travail sur classeur est beaucoup plus simple. Donc classeur intercalaire et feuillet plastique pour pouvoir ranger les documents. C'est absolument pas le procédé le plus écologique, j'en suis consciente. C'est absolument pas non plus le procédé le plus léger pour les sacs à dos des enfants, j'en suis consciente aussi. Mais je trouve qu'en termes de clarté, c'est incomparable. C'est mon opinion. Encore une fois, il y a des enseignants qui aiment beaucoup travailler sur cahier. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal à pousser mes élèves à travailler sur cahier, parce que je pense que moi-même ce n'est pas quelque chose que je fais automatiquement. Donc je préfère me diriger vers le format classeur qui est plus agréable pour moi. Et c'est vrai qu'initialement, c'est vrai qu'au départ dans l'année scolaire, je pense que le travail sur classeur est un handicap pour l'élève même. Mais sur du long terme, je trouve qu'encore une fois, ça fait beaucoup gagner en autonomie, et que ça exige une certaine rigueur, un certain regard sur les documents qui sont fournis, au-delà de l'heure de cours, puisqu'encore une fois, il y a cette notion d'organisation dans le classeur. Bref, donc classeur intercalaire, pour moi c'est un petit peu la base, classeur intercalaire et fiche plastique, donc plastifiée comme ceci, pour pouvoir ranger les documents. Ça c'est le matériel dont ils ont impérativement besoin. Et ensuite, ce que je demande, et qui est commun je pense à tous les enseignants de français, c'est les ouvrages à étudier en classe. Donc, alors ça varie entre la 4e et la 5e, puisque je vais avoir des classes où je vais demander plus d'ouvrages, parce que je vais demander des lectures annexes par exemple.
En 5e cette année, ils auront par exemple plus d'ouvrages à acheter parce que les ouvrages sont moins exigeants. Pour la 4e, je m'emploie à travailler sur des textes qui sont difficiles. Clairement, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors bien évidemment, ils sont au programme. Je pense à Cyrano de Bergerac notamment, qui est au programme sur l'entrée Dire l'amour, si vous connaissez un petit peu les programmes. Pour la 4e. Donc sur Dire l'amour, je travaille notamment sur Cyrano de Bergerac. Pour toute la partie réalisme, je me suis tournée vers Maupassant parce que je trouve que c'est un bon ami pour débuter l'année. Que ces nouvelles sont relativement accessibles, voilà, bien que le vocabulaire reste quand même assez exigeant. Mais ce qui est pratique avec Maupassant, c'est que vous avez des adaptations qui sont très complètes de Chabrol, qui permettent aux élèves de rentrer dans l'œuvre différemment si l'ouvrage en tant que tel leur a paru beaucoup trop complexe à comprendre. Donc ils ont donc cette partie sur le réalisme qui est quand même, je trouve, personnellement assez exigeante, vraiment. Et donc cette partie avec Dire l'amour dans laquelle on fait... où moi j'ai choisi de faire Cyrano de Bergerac, mais si ça avait pas été ça, je pense que j'aurais travaillé sur Roméo et Juliette. En termes d'exigence de langue, je pense qu'on est sur quelque chose d'au moins similaire. En termes de difficulté. Grosse digression pour simplement vous présenter les ouvrages avec lesquels je préfère travailler en termes de collection. Alors il y a ceux avec lesquels j'ai déjà travaillé et ceux avec lesquels je vais travailler cette année mais qui me plaisent déjà beaucoup. Alors je sors d'abord ceux avec quoi j'ai déjà travaillé. Donc là avec les 4e dans le cadre de l'étude des récits fantastiques, j'ai travaillé sur Dracula. Je pense basculer cette année sur Frankenstein mais ce n'est pas encore une certitude. Donc pour l'instant, je reste sur Dracula et sur cette édition de Dracula précisément. On n'est pas sur un texte complet, on est sur une sélection d'extraits qui gardent la trame principale de l'histoire. Vous avez également des petits dossiers comme ceci, illustrés et en couleur que je trouve très sympa. Initialement, je les avais vraiment choisis pour le prix. Dracula est à 2,90 € et Cyrano de Bergerac à 3 €. C'était vraiment pour donner une possibilité à tous les élèves de se procurer les ouvrages même si c'était neuf. Voilà, il y avait vraiment ce critère pour moi de l'accessibilité des ouvrages en termes de prix, parce qu'il y a des éditions qui sont sorties qui me plaisent énormément, que je vous ai présentées, il me semble, en boucole sur la chaîne, qui sont ces éditions-là. Donc c'est Belin qui propose cela. Donc c'est Belin, Passy classique, il y a Les Trois Mousquetaires ici et 20 000 lieues sous la mer ici. L'avantage de ce texte, je trouve, c'est que à l'achat, vous avez à la fois l'ouvrage et le livre audio correspondant au texte sélectionné. Ce que je trouve très important. Parce que j'ai voulu plusieurs fois proposer des livres audio aux élèves, sauf que c'est rare de trouver un livre audio qui reprend très exactement les extraits choisis dans l'édition que vous avez achetée. Là, l'audio est disponible avec l'ouvrage. Donc, vous pouvez prendre l'audio et découvrir le livre en même temps. Moi, c'est ce que je propose aux élèves. C'est déjà une façon de lire que je trouve très intéressante. C'est une façon que je pratique moi aussi dans mes lectures personnelles. Je pense que le livre audio peut être une aide précieuse, même si, je le reconnais, je pense que je n'ai pas encore réussi à exploiter le plein potentiel de cet outil. Je trouve que le texte est toujours essentiel. Je trouve que c'est toujours essentiel de lire pour... de multiples raisons. Déjà, je ne vais pas prôner le contraire en tant que prof de français et qui plus est en tant que grande lectrice, même en dehors des ouvrages pour mon travail, ou même des ouvrages plus classiques. Mais voilà, je trouve que c'est un bon ami. Je préfère qu'un élève aille à la découverte du texte, même si c'est seulement par le biais de l'audio, plutôt qu'il reste complètement extérieur à cela et qu'il soit... qu'il ait du mal à s'engager dans le cours, que ça lui paraisse difficile. Je pense qu'on peut même envisager des cas où le livre audio pousse à se plonger dans la lecture. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette édition, c'est qu'en comparaison, j'ai celle-ci aussi, toujours chez Belin, mais là dans la collection Déclic, donc toujours Belin Éducation, avec un texte abrégé, avec un dossier. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui fait beaucoup plus enfantin et qui ne permet pas, à mon sens, de prendre en main l'objet livre, comme ça va être le cas ici, où vous avez des véritables pages de papier et non pas plastifiées, vous n'avez pas d'illustration, vous n'avez pas de questions au milieu de votre lecture. Toutes ces choses qui font que parfois on est sorti de la lecture en fait par ce type d'édition. J'avais envie de tester cette année, voir si ça pouvait fonctionner. Parce que ce sont aussi, je trouve, des ouvrages qui sont
assez réussi. Je trouve que les tranches font vraiment livre qu'on a véritablement envie de conserver dans sa bibliothèque. Les couvertures sont très élégantes aussi. Le coût est un petit peu supérieur. Cette édition-là était à 3,95 et celle-ci à 5,90. Donc je ne cache pas le fait que c'est un peu plus onéreux. Je me suis dit que ça valait le coup de tenter cette année. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour en fin d'année pour voir si ce format a mieux fonctionné, si ça a vraiment poussé les élèves à aller vers des ouvrages peut-être un peu plus demandants ou avec une forme moins graphique en tout cas. Je vous dirai ça puisque pour l'instant je n'en ai pas la moindre idée. Et pour le théâtre par contre je suis restée sur des éditions beaucoup plus classiques qui sont moins chères aussi. Donc là on est sur un ouvrage à 3 € avec les Fourberies de Scapin de Molière. Bon, ça ce sont les choses que je demande aux élèves d'acheter et que je me procure aussi bien évidemment. Je fais la lecture de mes textes. Mes textes, je les sélectionne de plusieurs façons. Il arrive très souvent que je tombe sur un texte que je n'avais pas lu jusque-là, qui me plaît et que je choisis de mettre dans un groupement de texte, par exemple, pour une séquence ou que je rajoute à une séquence sur l'étude d'une œuvre intégrale. Ça arrive fréquemment. Donc je lis toujours l'ouvrage dans son format, je sais pas, là je vais en prendre un complètement au hasard, mais par exemple si je décidais voilà, de faire étudier, peut-être un peu sombre ça, mais je l'ai là, voilà. J'ai 20 milieux sous les mers dans une édition poche. Je vais toujours préférer lire l'ouvrage dans son, évidemment, intégral. Ensuite, me plonger dans la version très abrégée avec les questionnaires et les illustrations. Et enfin, là, je termine avec donc les versions que je viens de vous présenter, celles-ci là qui sont chez Belin. Plus de batterie, je vais accélérer parce que je pense vous avoir beaucoup trop parlé finalement. Je comptais vraiment sur cette vidéo pour être brève. Visiblement, ce n'est pas le cas. Je suis très peu concise et je m'en excuse. Tout ça pour vous dire que je me retrouve avec des ouvrages alors du coup, par exemple, pour 20 milieux sous les mers, nous avons 3 éditions différentes. Je vais travailler sur les 3, mais complètement différemment. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Et je ne demande jamais aux élèves d'acheter 3 éditions, bien évidemment. Je choisis celle qui me paraît la plus adaptée et c'est sur celle-ci qu'on travaille. Même si par moment, je peux décider de prendre le texte intégral, de donner un extrait supplémentaire parce que j'estime que l'ouvrage que je leur ai choisi est insuffisant sur une partie bien précise de l'histoire. Tout un tas de choses sont possibles, mais en tout cas, je pense que c'est pour cette raison qu'il faut toujours, à mon sens, avoir lu l'œuvre intégrale en tant qu'enseignant. Et je me permets d'enlever mon gilet parce que je meurs de chaud. Pour les ouvrages, je pense vous avoir tout dit. Je vais essayer de couper un petit peu, hein, parce que vraiment, je pense que la partie sur les œuvres est assez conséquente et peut-être pas nécessaire. Pour la construction, sur la question grammaticale, orthographe, conjugaison, vocabulaire, tout ce qui va être un peu plus... tout ce qui va être dans le cours de langue pure et non pas de littérature, je me sers parfois de ce type de ressources que je ne demande pas d'acheter aux élèves. Je choisis des exercices qui me plaisent. Parfois, je vais les réécrire même, mais garder la consigne que j'ai trouvée sympa. Ou dans un autre cas, je vais me dire, tiens, cet exemple-là, il est très bien. Donc, je vais récupérer l'exemple. Ou les petits mémos pour les leçons. Alors, attendez que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Parfois, vous avez des choses à mémoriser. Donc, par exemple, là, on a un cours sur la voix active et la voix passive. Vous avez voilà, un petit encadré apprendre et s'exercer. Et bien ici, par exemple, c'est complet. Je vous prends quelque chose d'aléatoire là. Hein, j'ai pris au hasard. Peut-être que je vais me dire, tiens, cette formulation pour la leçon, elle est top. Je vais récupérer cette phrase, la greffer à ce que j'ai pu en faire, la formuler peut-être un petit peu différemment aussi pour que ça reste quelque chose qui m'est propre, mais garder la construction globale, voilà, sur finalement peut-être 4-5 lignes de leçons, mais qui vont me paraître très pertinentes et toucher quelque chose de très juste. Alors là, je ne les ai pas sur moi, mais j'ai également des tout petits livres qui permettent de voir un petit peu les moyens mnémotechniques pour tout ce qui va être de l'ordre de l'orthographe ou de la grammaire. Ça, je trouve ça très sympa aussi. Quand je trouve quelque chose de sympa, je l'intègre dans mon cours en le modifiant toujours un petit peu à ma façon pour l'adapter au mieux alors, à mes élèves quand je peux. Lorsque je prépare mes cours l'été, je n'ai pas encore rencontré mes élèves, donc je ne peux pas faire du cas par cas en fonction des classes. Je fais quelque chose de global et ensuite j'adapte à mes élèves. Très souvent, ce que je modifie, c'est assez sommaire, finalement. Ça ne demande pas de retravailler le cours en profondeur. Ça m'est déjà arrivé de me planter complètement sur la rédaction d'un cours, hein, qu'on soit clair, de faire un cours de grammaire qui était beaucoup trop exigeant,
ou dans lequel, je sais pas, j'étais sur une journée peut-être un peu plus fatiguée, un peu moins patiente, un peu moins à l'écoute, ce qui arrive à tout le monde, et de me retrouver finalement avec les élèves qui au bout de un quart d'heure, 20 minutes de cours n'avaient pas compris la notion qu'on était en train d'aborder. Je trouve que ce type d'outil c'est pas mal parce que parfois en rédigeant, je sais que moi j'ai ce côté très universitaire encore, qui me fait défaut dans ma construction de cours, qui est très bien je trouve pour mes lectures à l'extérieur du collège, mais dès que je suis dans la transmission et dans le fait de partager avec les élèves une connaissance sur des choses techniques telles que la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison. Voilà, j'ai ce défaut parfois d'être un peu trop académique, que j'essaie vraiment de changer, je fais de mon mieux, je m'adapte au mieux, et c'est pour ça aussi que j'essaie d'être vraiment dans la construction collective du cours, de les faire intervenir, pour être sûr que les notions aient bien été comprises. Mais encore une fois, nous avons tous tout un tas d'angles morts, c'est toujours très difficile de se rendre compte de ce qu'on fait mal, et c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire autrement. Alors quand c'est comme ça, bien évidemment, je reviens sur la notion et j'essaie de faire au mieux, mais être enseignant, c'est avant tout apprendre de ses élèves en permanence, apprendre de leurs différences, de l'hétérogénéité des classes qui est très difficile à gérer. Il faut prendre tout ça en compte, construire son cours et en fait moduler après tout au long de l'année quand on le peut. Dans ma préparation de cours toujours, alors je ne me sers vraiment pas de grand chose en termes de ressources papier. J'aime beaucoup ce manuel-là. Donc c'est je crois que c'est le fleur d'encre si je ne me trompe pas. Non, c'est pas le fleur d'encre celui-là. C'est le passeur de texte. J'aime beaucoup le fleur d'encre aussi que je dois avoir. Il y a seulement 3 manuels avec lesquels je travaille. Alors j'en ai plein d'autres parce que on reçoit beaucoup de spécimens lorsqu'on est enseignant. Bon, je ne trouve pas le fleur d'encre. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne travaille pas sur les manuels. Je m'en sers simplement lorsque je n'ai pas d'inspiration pour un extrait ou quelque chose. Parfois, simplement le fait de lire le nom d'un auteur, je me dis tiens, j'y ai pas pensé. Je vais relire l'auteur et je me dis, je choisis moi-même mon propre extrait, je me dis c'est super. Et mon favori pour construire mes cours, c'est Des femmes en littérature sans texte d'écrivaine à étudier en classe, donc cycle 3 et 4, donc tout le collège. Et l'avantage de cet ouvrage, c'est que ce sont seulement des textes de femmes. Il est assez onéreux, il fait 29 €. Ça m'a donné de l'inspiration. Ça m'a donné de l'inspiration pour mettre certaines femmes en avant sur des séquences dans lesquelles j'avais l'impression que je ne trouverais pas d'autrices adaptées, qui avaient vraiment construit des textes dans ce registre-là, alors que c'est un petit peu absurde. Et ma première année d'enseignement, lorsque vous êtes inspecté, que vous avez un suivi qui est très rigoureux, on vous demande beaucoup de travailler la littérature dite patrimoniale, et cette littérature, c'est une littérature masculine, il faut dire ce qui est. C'est d'ailleurs pas toujours très bien reçu de proposer des ouvrages de femmes. Donc c'est pas toujours facile de proposer des textes de femmes simplement parce que beaucoup de personnes vont estimer que la culture littéraire des élèves se fait dans la classe de français, et que parler des femmes, parfois c'est omettre de parler, je sais pas, de Hugo, de Flaubert, de Dumas, d'Aragon, de n'importe quel auteur, qui sont des auteurs que beaucoup de personnes considèrent comme plus importants ou comme nécessaires à pouvoir citer dans sa culture commune presque, culture générale. Et donc les femmes sont souvent mises de côté. Cet ouvrage me permet de parfois trouver des idées lorsque je n'en ai plus, ce qui est très bien. Je termine avec 2 documents qui me sont extrêmement précieux. Alors, ce sont des documents que j'avais utilisés lors de ma préparation au CAPES et dont je me sers toujours aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée. Ce que je fais, c'est que je les photocopie à la rentrée et que je surligne les objets d'études qui ont été traités selon les séquences. Puisque en fait on a des compétences sur les socles, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça va être tout ce qui va être lire, écrire, comprendre les textes, être capable de faire une synthèse orale de quelque chose qu'on a travaillé à l'écrit, d'un ouvrage, etc., etc. Bref, tout ça, ce sont des compétences qu'on fait travailler aux élèves. Ces compétences, elles sont répertoriées dans des grilles comme cela. Ces grilles, je les photocopie systématiquement pour, encore une fois, pouvoir surligner ce que je juge et estime avoir fait avec les élèves. Donc, ça a encore coupé, je n'avais plus de batterie. Donc ça, c'est vraiment le matériel, je dirais, mais très précis, quoi. Ce sont des ressources qui sont peut-être peu intéressantes pour des
pour des personnes qui ne sont pas enseignantes. Donc ça, c'est les grilles, on va dire, de compétences, qui sont simplement un point de départ, hein. Alors c'est les exigences de l'éducation nationale, certes, mais ça reste un point de départ. C'est le genre de choses que vous travaillez comme bon vous semble dans votre classe. Vous faites vos choix. L'oral, vous pouvez le faire travailler de multiples façons, l'écrit également. Et ensuite, ce que j'ai toujours sous la main, ces petits fichiers que j'ai aussi étudiés pour le CAPES. Donc qui reprennent le programme de 4e, de 3e, de 6e et de 5e. Hein. Je les ai tous et je les ai toujours avec moi. Là où c'est pratique, c'est que donc par exemple, je vais vous faire les entrées au programme. Je vais vous reprendre celle de 4e que j'ai abordée brièvement tout à l'heure. Vous avez donc dire l'amour, individu et société, confrontation de valeurs, la fiction pour interroger le réel, informer, s'informer, déformer, et la vie, le lieu de tous les possibles. Donc ça, ce sont les 5 grandes thématiques que vous allez devoir aborder au cours de l'année dans vos classes. En 4e. En 5e, il y en a d'autres, en 6e aussi, en 3e aussi. En sachant que dans ces grands thèmes, il y a très souvent quelque chose qui est fortement recommandé. Par exemple, je vous prends l'exemple sur dire l'amour en 4e. Ce qu'on vous recommande principalement, ça va être les poèmes d'amour de l'Antiquité à nos jours. Donc, on va vous recommander de vous tourner vers la forme poétique. J'ai un petit doute sur quelque chose ou qu'un texte me vient à l'esprit et ce que je me dis... Est-ce que c'est pas un peu trop marginal pour vraiment rentrer dans cette thématique-là? C'est ce à quoi je me réfère un petit peu. Alors c'est extrêmement bref, donc c'est pas non plus exemple de défauts et de lacunes, mais je trouve que c'est une bonne base. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle a été beaucoup plus longue qu'initialement prévu, puisque je suis incapable de faire des concessions lorsque je parle, j'embraye sur un sujet. Et je poursuis, je vous détaille avec les choses avec énormément de minutie, ce qui n'est pas forcément intéressant pour vous. Je m'en excuse hein, si la vidéo était trop longue pour cette raison. En tout cas, là vous avez vraiment eu le tour complet de mon matériel en début d'année. Il y a toujours des choses qui sont susceptibles de varier et de changer, mais voilà, dans les grandes lignes, je dirais que c'est ce que j'utilise le plus et de façon essentielle. Je crois que c'est tout, je vais arrêter de disserter sur la question. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère véritablement vous avoir aidé, voilà, peut-être à découvrir l'envers du décor, comme certains me disaient en commentaire dans mes vidéos précédentes. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive, je ne prétends pas détenir un savoir absolu sur la question, ni même que mon organisation est raisonnable, économique ou écologique. J'ai vraiment aucune revendication de cet ordre-là. C'est les choix que j'ai fait pour l'instant. Bien évidemment, ça évoluera au cours de ma carrière, au cours de mes rencontres avec les élèves, avec les autres enseignants, avec les différentes équipes pédagogiques, fort heureusement. Aujourd'hui, c'est là où j'en suis en tout cas. Je suis contente d'avoir évolué comparativement à ma première année d'enseignement également. Et je suis voilà, très curieuse de voir si mon organisation sera meilleure cette année. En tout cas, si vous êtes enseignant, que vous procédez différemment, n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu comment vous opérez pour votre matériel scolaire dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et puis pour tous les autres, tous ceux qui ne sont pas enseignants, je serai ravie de vous lire également. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne fin d'été aussi. J'espère que vous n'avez pas très chaud parce que dans le sud, la chaleur est toujours harassante. Je vous dis à bientôt.